21, le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a 6 composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Alors, nous lui avons doté de 6 composantes principales. Pour industrialiser ce pays, c'est 1, il faut que nous ayons des infrastructures routières, parce que pour assurer l'interconnexion de l'ensemble des 26 provinces, nous avons recensé l'ensemble des routes prioritaires qu'il faut construire. Et nous leur avons donné même un coût. Donc l'étude, le plan a sorti les composantes et le coût. Lorsque vous voyez, je ne sais pas si on va nous décliner les tableaux, toutes les infrastructures routières qu'il faut construire en RDC équivalent à peu près 21 milliards de dollars. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, infrastructure énergétique. Parce qu'on ne peut pas industrialiser le pays sans énergie. On a pris la centrale Inga, on a recensé toutes les microcentrales hydroélectriques sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et on les a chiffrées à 22,2 milliards de dollars. On s'est dit, troisième composante, les routes, l'électricité ne suffisent pas. Il faut les chemins de fer. On a recensé tous les segments des chemins de fer qu'il faut construire dans ces pays et le coût des segments de chemins de fer à construire vaut 9,1 milliards de dollars. Nous étions avec le Premier ministre, excusez-moi de vous interrompre, hier à Bouta, où nous avons justement visité une station de train de Bazouélé, de la société de Bazouélé. Les gens peuvent lire ça sur les tableaux qui viennent de passer. On a dit, nous sommes traversés par un boulevard, qui est le fleuve Congo, avec beaucoup d'affluents, de confluents, et que l'interconnexion de la RDC demande qu'on construise des ports un peu partout. On a recensé tous les ports qu'il faut construire sur l'ensemble de la République, dont le coût est estimé à 2,5 milliards de dollars. On a recensé en outre toutes les pistes et les aéroports, parce que la RDC est à grande, route, chemin de fer, rail, aéroport, etc. On les a recensés et tout cela nous a coûté autour de 1,1 milliard. Et la 6e composante, c'était les zones économiques spéciales. Pour dire, eh bien, on a les espaces, on a le potentiel, mais comment on les rend beaucoup plus viables pour que les populations se retrouvent dans les richesses que nous avons sur l'ensemble du territoire national. On a essayé un peu de voir quels sont les potentiels qu'il y a dans chaque espace et quel type de zone économique on peut développer dans ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on a évalué les coûts. Vous avez suivi le président de la République, il nous a rappelé, je crois, à une des réunions du Conseil des ministres, le coût de la mise en place des zones économiques spéciales est de 1,9 milliard de dollars. Alors le total du plan directeur d'industrialisation coûte 58,4 milliards de dollars. Alors les gens, lorsqu'on a sorti ces documents, ils commençaient à dire, mais vous êtes en train de rêver, où est-ce qu'on va trouver ces 58,4 milliards de dollars? Nous sommes dit, pour commencer, il faut commencer. Vous connaissez, c'est le slogan qui m'est cher. Pour commencer, il faut commencer. Et on n'apprend pas à commencer, il faut commencer. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku, dont la création date de 2012. Et la loi d'ailleurs sur les zones économiques spéciales date de... Le Premier ministre, en sa qualité de président du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a ouvert les travaux du forum exposition de sensibilisation tenu à Kinshasa le 31 octobre dernier. Il a révélé que la mesure prise par le gouvernement congolais est de rendre compte et d'associer toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de la ZLECAf. J'ai rendu opérationnel en date du 28 septembre 2023 le comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CN-ZLECAf en sigle. Au cours de la première réunion de sa coordination que j'ai personnellement présidée. Le CN-ZLECAf, comité institué par ordonnance présidentielle, a pour mission d'assurer la coordination stratégique et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la ZLECAf en République démocratique du Congo. Aussi, avais-je requis du ministre du Commerce extérieur l'élaboration d'une matrice d'action à réaliser à court terme pour faire participer
opportunément la République démocratique du Congo au marché de la ZLECAf. Je me réjouis de vous voir ce jour répondre au rendez-vous de ce présent forum exposition qui figure parmi les actions à court terme prévues dans la matrice requise par mon autorité. Jean-Michel Samalou Condé a examiné ensemble avec quelques membres du gouvernement lors de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique la situation économique au niveau tant national qu'international. Ces derniers ont passé en revue le rapport de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté et celui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. On note la publication de 2 rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ce sujet, le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. En présence de quelques membres du gouvernement et de personnalités importantes du pays, le Premier ministre a inauguré le premier data center national situé dans la commune de Ngalema. Cet ouvrage est un bâtiment sécurisé abritant différents équipements électroniques dont des ordinateurs, des systèmes de stockage, des serveurs et des équipements de télécommunication. Ce plan national du numérique mis en place en 2019 est une initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo axée sur 4 piliers stratégiques, notamment les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et la régulation. L'action gouvernementale est rarement un fleuve tranquille. Elle est par moments ponctuée de difficultés dans la mise en œuvre de l'ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais elle est également ponctuée de satisfaction et de réussite à saluer comme aujourd'hui. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication est resté sans cadre stratégique sectoriel actualisé depuis le dernier document de politique sectorielle, le DPS, défini en 2009. L'exécutif national a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la Société africaine anti-sida venue lui présenter des civilités et faire connaître son projet. Durant plus de 5 ans de son application, certaines de ces dispositions ont subi des modifications par les différentes lois des finances d'une part et des difficultés techniques qui ont été rencontrées pour l'application de certaines de ces dispositions d'autre part. Il importe donc de procéder à sa relecture en vue notamment d'y intégrer les modifications intervenues ainsi que les propositions pertinentes émanant des fabricants des marchandises et fournisseurs des services par le canal de la FEC et des services opérationnels de la douane. La revue des propositions évoquées ci haut fait ressortir que les principales préoccupations soulevées portent sur les matières suivantes. La liste des produits d'accise, le fait générateur des droits d'accise et du droit d'accise spécial, la déclaration de profession valant demande d'autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services, la surveillance des fabriques, le taux d'imposition. Toutes ces questions devront être examinées minutieusement, notamment en se référant aux droits comparés et en prenant compte les options fondamentales qui ont sous-tendu la réforme des accises en 2018, à savoir la redéfinition des éléments fondamentaux de l'impôt accisien, afin notamment d'optimiser le rendement des droits d'accise, la promotion de l'activité économique et l'accroissement de la compétitivité de la production locale, la facilitation et la simplification des procédures, notamment par
la généralisation. Le bâtiment de la première compagnie de la police ville de Kinshasa. Il a valeur de musée. Il existe ici depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, il est sous menace de la spoliation répétée. L'immeuble est situé sur l'avenue du Marché dans la commune de la Gombe, non loin de l'avenue du Commerce. C'est également ici que les premiers permis de conduire du pays étaient régulièrement produits et délivrés dans les années 1960. Depuis une dizaine d'années, le bâtiment fait l'objet de plusieurs tentatives de spoliation. Au total, 9 faux certificats d'enregistrement ont été déjà délivrés à cette adresse à 9 soi-disant propriétaires par des conservateurs de titres fonciers véreux qui font partie d'un vaste réseau de criminels économiques appelés EJUI, composé des avocats d'affaires, des juges, des politiciens immoraux, des fonctionnaires œuvrant au ministère des Affaires foncières, d'urbanisme et habitat et quelques hauts gradés de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Bref, une véritable mafia organisée qui opère au grand jour et qui a déjà dépouillé l'État congolais des centaines de ses immeubles et autres espaces verts ici dans la capitale comme en province. Comme si cela ne suffisait pas, des expatriés d'origine asiatique, dont quelques-uns étaient même déjà expulsés du pays pour des dossiers analogues, mais qui réapparaissent comme par enchantement à Kinshasa, profitent de l'inconscience de certains compatriotes, viennent de s'ajouter sur cette longue liste noire des spoliateurs. Un Asiatique vient donc d'acquérir, on ne sait pas par quelle magie ou miracle, cet immeuble de la police nationale qui a valeur de musée, nous l'avons déjà dit. Ces derniers, comme tant d'autres escrocs des grands chemins, brandissent des faux jugements aux autorités de la police chaque fois qu'il y a de nouvelles nominations à la police nationale congolaise pour prétendre entrer en possession de cet immeuble. Pour jouer à la diversion, ces spoliateurs avaient déjà commencé par déployer 3 conteneurs au rond-point qui se situe au croisement des avenues de Sénégalais et Flambeau, à moins d'1 kilomètre de là, non loin de la gare centrale de Kinshasa, pour y loger plus de 300 policiers qui y travaillent dans le bâtiment qui est menacé de spoliation. Se croyant plus forts que l'État congolais, ces faussaires bien connus disent à qui ils veulent les entendre qu'ils ont dans leur poche toutes les autorités du pays et que personne ne leur empêchera de déloger la police nationale de ces bâtiments comme ils l'ont déjà fait avec succès dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Ils agissent vraiment comme si l'État congolais était déjà mort et qu'il n'y a personne qui peut les inquiéter. Quel mépris vis-à-vis de l'autorité de l'État. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment qui n'a jamais été désaffecté régulièrement, se trouve même un cachot. Si ce bâtiment appartenait à un civil ou un privé, comment peut-il y avoir un cachot et pourquoi faire? Il y a quelques jours passés, les policiers travaillant dans cet immeuble ont reçu une lettre de sommation judiciaire leur demandant de déguerpir dans 72 heures. Et pourtant, cet immeuble appartient bel et bien à l'État congolais et il est sur la liste du patrimoine immobilier de l'État congolais comme nous l'ont confirmé les occupants actuels de ces bâtiments. L'État congolais est appelé à faire le suivi de tout son patrimoine immobilier sur l'ensemble du territoire national. Il doit faire annuler tous les faux certificats d'enregistrement qui circulent au pays et qui détiennent les faux acquéreurs. Il doit réhabiliter tous ces immeubles et les équiper pour les rendre viables. Si en Inde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Liban, en Europe et partout à travers le monde, on ne peut pas se permettre de spolier un immeuble de l'État, pourquoi en République démocratique du Congo cette pratique est-elle devenue un sport national facile à pratiquer? Il y a quelques années passé, votre magazine Fiscalité et Développement, par le biais de son directeur général, Jérôme Sekana Penipapa, avait saisi le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Moleno, pour dénoncer cette pègre, pour en savoir un peu plus sur ces réseaux mafieux et obtenir des informations précises sur les dossiers relatifs à la spoliation présumée de cet immeuble de la police nationale congolaise, mais dommage jusqu'à ce jour, aucune suite n'est venue du ministère des tutelles. Un silence radio qui frise la complicité avec les spoliateurs. Les vrais propriétaires de cet immeuble, Tankerele, est bel et bien l'État congolais. Pour plus de précisions, nous étions allés, il y a quelques années, à la rencontre de l'ancien sénateur Pascal Massela, paix à son âme parce qu'il n'est plus de ce monde.
ancien commissaire en chef de la police en 1963, lui qui connaissait les dossiers jusqu'à dans les moindres détails de cet immeuble tant convoité pour y avoir passé son stage professionnel de policier en 1961. Il nous avait parlé à l'époque avec son cœur et sans équivoque. Je n'étais pas simplement sénateur, j'étais commissaire du peuple. En quittant la police, j'étais affecté à l'auditorat général. De l'auditorat général, j'étais muté aux anciens combattants. Je suis le tout premier secrétaire général aux anciens combattants. D'abord, directeur urbain de la ville de Kinshasa, directeur urbain des anciens combattants. J'étais muté de la défense, parce qu'à ce moment-là, le ministre de la Défense était le chef de l'État lui-même. Depuis 1960, cette maison était toujours la maison de la police. Même lorsque j'ai quitté la police territoriale, et puis la police était devenue nationale, je suis allé à la police minière, et cette maison était là. Il y a des collègues qui travaillaient toujours là-bas. Depuis que je suis là, ça a toujours été à la police. C'est maintenant ce jour ici, après l'arrivée de l'Abdel, que j'entends qu'on a acheté ça. Si quelqu'un dit qu'il a acheté, je ne sais pas comment, parce que vous êtes, je ne sais pas, troisième ou quatrième personne qui vient me voir, mais moi je connais cet immeuble-là, c'est l'immeuble de la police. Notre interlocuteur avait révélé qu'à son époque, qu'il avait aussi géré les bâtiments de l'État congolais, il n'avait vendu aucun. C'est lui d'ailleurs qui avait instauré le contrôle physique du personnel sous les drapeaux dans l'armée et avait fait preuve de transparence et bonne gouvernance. La maison des anciens combattants qui était là, tout ça c'est moi qui gérais. Même la cité des anciens combattants là, c'est moi qui gérais. Mais je n'ai jamais eu même une parcelle là-bas. Et quand on doit vous parler de contrôle physique, la première personne qui a fait le contrôle physique, c'était moi. Plusieurs milliers d'immeubles appartenant à l'État congolais continuent d'être spoliés jusqu'à ce jour, au vu et au su de ceux qui sont censés les protéger. Rien qu'à Kinshasa, on compte plus de 250 maisons de l'État déjà spoliées. Je suis parmi les premiers politiques qui étaient descendus là-bas. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Et j'ai découvert qu'il y a vraiment toute une chaîne des aventuriers. Et l'expérience que j'ai dans le domaine, je sais que derrière ces gens-là, on ne peut pas manquer un général de la police, un général de l'armée, un politicien, un haut magistrat, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. C'est pourquoi vous constaterez que chaque fois qu'il y a des spoliations pareilles, dans peu de temps, bien que nous déplorons du fait qu'on n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez de militaires, vous allez voir qu'il y aura vraiment tout un bataillon de policiers qu'on va déployer là-bas, mais aussi des militaires. Et c'est quelque chose pour lequel je me bats. Et bientôt là, vous allez entendre que je vais prendre la parole par motion à l'Assemblée nationale pour informer à la représentation nationale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce qui est comme symbole de l'État, la police est le symbole de l'État, doit commencer à être balancé comme on le veut. Il n'y a pas que là. Rappelez-vous, sur le boulevard, on préfère spolier les biens de l'État, confier aux Indo-Pakistanais, mais mettre la police dans un conteneur, là où les officiels, les visiteurs passent. C'est quand même déplorable. Les cas sont légion, dit-on, mais sinon, je suis en train de me battre pour que ces bâtiments-là ne partent pas. Et je me battrai, je vous le promets. Le gouvernement congolais doit sévir avec puissance pour rétablir l'État congolais dans ses droits légitimes, car l'État c'est nous tous, y compris les générations futures. Nous ne devons jamais accepter que les expatriés puissent venir faire chez nous ce que nous ne pouvons même pas oser penser faire chez eux. L'autorité de l'État est une affaire de tout le monde. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions de fiscalité et développement. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté au Conseil l'évolution de la situation récente sur les marchés de change ainsi que celui des biens et services. Il a abordé le chapitre portant sur la conjoncture mondiale qui est caractérisé par des inquiétudes sur le développement économique et les redressements à court terme, amorces brouillées par les facteurs de vulnérabilité. Elle a indiqué qu'au niveau national, la stabilité relative du cadre macroéconomique se heurte aux effets cycliques
relatifs à la fin de l'année. La croissance du PIB réel de l'économie congolaise est estimée à 6,2% en 2023 et projetée à 6,4% en 2024 contre une réalisation de 8,9% en 2022, soit un niveau supérieur à celui de la croissance de la région située à 4%. L'inflation hebdomadaire s'est accélérée de 0,042% par rapport à la semaine précédente, s'établissant à 0,25% au cours de la semaine sous analyse, amenant le cumul annuel à atteindre 18,9%. La récente révision à la hausse du prix du carburant à la pompe explique notamment cette situation. Au 27 octobre, les marchés d'échange ont été marqués par une dépréciation de la monnaie nationale de 1,8% à l'indicatif après une appréciation de 1,6% la semaine précédente. Au marché parallèle, le franc congolais s'est apprécié de 0,4% après une dépréciation de 1,3% notée la semaine précédente. Les taux indicatifs et au parallèle se sont respectivement établis à 2598,45 francs congolais et 2590,50 francs congolais pour le dollar américain. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé les suivis continus des mesures de stabilisation prises par les autorités, la mise en place et l'exécution des politiques de diversification de l'économie, ainsi que la poursuite des réformes économiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. La vice-ministre des Finances a présenté aussi aux membres du Conseil les modalités de cette recapitalisation convenue avec la Banque centrale qui devrait se faire sur 2 ans, soit de la période 2024-2025. Il est question ici de renforcer l'indépendance financière de cette institution. Il a sollicité la prise d'acte du gouvernement pour la signature conformément au programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie des crédits du FMI de la convention portant recapitalisation de la Banque centrale du Congo. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Note d'information relative au secteur de sport et des loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté aux membres du Conseil l'état d'avancement de certains travaux de son ressort. Il s'agit essentiellement des travaux de construction des stades et centres sportifs à travers le pays. À court terme, 4 stades en province sont ciblés. Les stades de Buta dans les Bazuélé, les stades Lumumba de Kisangani dans la Chopo, les stades Ndaye Mulamba de Kananga, les stades Kashala Bonzola de Mbujimaï. À ce sujet, il a indiqué qu'un budget trimestriel a été mis en place par le gouvernement pour le financement de ce projet, conformément à un plan de décaissement en vue de respecter les échéances prévues 2023-2024. Des solutions de financement dans les cadres de partenariats public-privé sont aussi en examen pour ces différentes infrastructures. Les stades de Lumumba de Matadi, celui de Kenge, celui de Massimanimbe et celui de Bondo Abumba sont également répertoriés parmi les stades prioritaires à construire. S'agissant de la première note d'information, la vice-ministre a indiqué que la dite feuille de route pour le renforcement de la gouvernance des investissements publics est structurée en 3 parties, à savoir les avancées dans l'amélioration du système de gouvernance des investissements publics, le programme de réforme du système de gestion des investissements publics ainsi que les conditions de succès pour l'aboutissement de réformes y inscrites. Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel présentant par axe les prérequis ainsi que le chronogramme de mise en œuvre des actions de réforme prioritaires estimé à 1651 millions de dollars américains. C'est une réponse adaptée aux problèmes épesanteurs qui limitent l'expansion dynamiquement vertueuse à la fois quantitative et qualitative des investissements publics en République démocratique du Congo. Quant à la seconde note d'information, la vice-ministre a d'abord rappelé que la loi numéro 18/027 du 18 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo dispose en son article 6 que le capital social de la banque s'élève à 213 milliards de francs congolais. Il est entièrement souscrit par l'État et libéré suivant les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Or, à ce jour, le capital social de la Banque centrale du Congo s'élève à 60 francs congolais. Partant, le gouvernement tient à l'augmentation de 212 milliards 999 940 francs congolais pour atteindre 213 milliards de francs congolais prévus par... Condition d'un lieu de négoce moderne va certainement développer les micro, petites et moyennes entreprises nationales congolaises. En construction avec des briques rouges de Kulungongo, les futurs Zando ont de 3 étages avec 630 magasins, 52 cages d'escalier, entrepôts et chambres froides.
sera bel et bien prêt d'ici la fin de cette année 2023, comme l'a promis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Sachez que ce nouveau marché qui va accueillir 80 000 personnes qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. 58,4 milliards de dollars américains, c'est le poids financier total pour soutenir le plan directeur d'industrialisation, une première en République démocratique du Congo. Ces plans, qui est une boussole pour guider la politique industrielle congolaise, accordent la priorité des priorités aux infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, ainsi qu'aux chemins de fer, à l'énergie et aux zones économiques spéciales, d'après le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Le développement de ces titres et bien d'autres dans les corps de ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Muriel Makese-Loutina. Agence Galaxy Media.